Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, 23 juillet 2026, nous sommes en été, nous sommes en pleine période estivale lors de laquelle les gens partent en vacances. Et comme chaque année, le système en profite pour pondre son lot de lois liberticides. Et cette année, elles sont particulièrement corsées. Euh, Loi liberticide, loi tyrannique, loi à caractère totalitaire, ou en tout cas à potentiel totalitaire. Notons qu'ils en ont profité pour réaugmenter les prix du carburant, du gasoil notamment, puisqu'il est désormais à quasiment 2,20 € le litre. Voilà. On se rappelle que quand les Gilets jaunes sont sortis en 2018, pardon, si je dis pas de bêtises, le gasoil n'était même pas à 1,50 €. Et là, le gasoil est à plus de 2 € le litre. Et les gens ne bronchent pas. Voilà. Ils continuent leur train-train quotidien. Ils continuent d'aller au travail tous les matins, de rentrer le soir, de se vautrer devant la télé, et de consommer, et voilà. Et ça ne bouge pas davantage. Je l'ai souvent dit, de toute façon, il ne faut pas espérer une insurrection ou un quelconque mouvement révolutionnaire tant que, tant que nous bénéficierons d'un confort de vie minimal, hein. Tant qu'on pourra s'acheter à manger, tant qu'on aura un toit sur la tête, tant qu'on pourra se déplacer, il n'y aura rien, il n'y aura pas de révolution, il ne faut pas se leurrer. Mais entrons dans le vif du sujet. Donc, nous avons, comme je l'ai dit, un certain lot de lois liberticides, ou totalitaires, ou à potentiel totalitaire. Et la première chose que je voudrais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est cette fameuse loi concernant la fin de vie, donc l'euthanasie, pour le dire clairement, qui vient d'être adoptée donc, par le Parlement, si je ne dis pas de bêtises. Écoutez, moi personnellement, je ne suis pas un fanatique religieux. Je ne suis pas catégoriquement opposé au principe de recourir à l'euthanasie. Je pense qu'il y a certains cas où ça peut se justifier, notamment dans le cas de gens qui sont paralysés gravement, qui ne peuvent plus du tout bouger, dans le cas de personnes qui sont en stade terminal de certaines maladies particulièrement douloureuses et dont on sait qu'elles se termineront par la mort. Dans ce genre de situation-là, je peux comprendre qu'une personne décide d'elle-même, de son plein gré, d'en finir. Voilà, c'est complètement compréhensible, mais ça doit être le fruit d'une décision mûrement réfléchie de la personne concernée elle-même et pas de son entourage. Elle doit être en pleine possession de ses moyens psychiques, elle ne doit pas subir de pression ni d'influence extérieure, etc. Il y a tout un contexte à prendre en compte, mais dans ces cas-là, je pense que ça peut être légitime qu'une personne décide d'en finir quand, de toute façon, elle est dans une voie sans issue et que les souffrances sont très dures à endurer. Je ne vois pas où est le problème, donc je ne vais pas faire un argumentaire euh, comme celui que développent tous ces intégristes religieux à base de il faut pas recourir à l'euthanasie parce que Jésus. Voilà. Cependant, la loi actuelle contre l'euthanasie, elle pose problème quand même. Elle me pose un certain nombre de problèmes dans le sens où elle est assez floue dans sa formulation. La loi évoque que toute personne atteinte d'une affection d'un stade avancé ou terminal avec des souffrances psychiques ou physiques difficiles à diminuer et insupportables pour la personne, peut recourir donc à cette possibilité d'en finir avec l'existence. Voilà. Sur le papier, en théorie, ils nous disent que ça ne concerne pas les personnes vieilles, les handicapés, comment, ou les personnes dépressives. Ça, c'est sur le papier. Et c'est pour l'instant. Ok. Ok, donc ça, c'est la base de cette loi. Attention à une chose, vous savez, une société va toujours jusqu'au bout de sa logique. Euh, Au début, ils vous disent, mais non, vous inquiétez pas, c'est juste dans certains cas, etc. Le problème, c'est que de fil en aiguille, vous verrez que petit à petit, ça va s'étendre. Et ça ne serait pas aberrant, puisqu'on sait qu'en Belgique ou en Suisse, par exemple, les mineurs peuvent recourir à l'euthanasie. Là, dans la loi française, il n'est question que des personnes majeures, pour l'instant, mais également, je crois, en Suisse, les dépressifs peuvent avoir recours à l'euthanasie. On a eu dans l'actualité récente le cas et je crois qu'en Belgique aussi, les dépressifs peuvent recourir à l'euthanasie, corrigez-moi si je me trompe. On a vu dans l'actualité récente le cas d'une jeune Belge qui était rescapée du Bataclan et qui a eu recours, par exemple. Ou encore le cas d'une jeune Espagnole qui avait subi des violences sexuelles et qui était traumatisée, qui a eu recours à l'euthanasie. Moi, je trouve ça dramatique parce que la dépression, ça peut se traiter et c'est quand même dommage d'en finir, quoi. Voilà.
Euh, Moi, ce que je trouve problématique, c'est que, bah, moi je dis, faut faire attention, voilà. Parce qu'on vit quand même dans un contexte de plus en plus antisocial, hein, où on entend de plus en plus de politiciens remettre en question, ne serait-ce que les minima sociaux, ou en tout cas parler de les supprimer, ou même tout simplement parler de les réduire, où on a de moins en moins de pitié pour les pauvres, pour les faibles, pour les personnes fragiles, hein, on a une rhétorique de plus en plus, de mépris pour les personnes fragiles, etc. Dans les discours ambiants qu'on a autour de nous, c'est ce qu'on voit de plus en plus. Et ce qui m'inquiète, moi, c'est j'ai peur que pour faire des économies, dans un certain nombre de cas, on décide d'en finir avec la vie de certaines personnes, alors qu'on pourrait les soigner, on pourrait les traiter, on pourrait les aider, les accompagner. Mais voilà, pour faire des économies, on va les piquer. Alors ça peut vous sembler aberrant. Vous pouvez vous dire, ouais, il va trop loin, là, machin. On est quand même pas chez les nazis. Alors je vous l'accorde, hein, il n'y a pas de nazis dans l'histoire, ça je vous l'accorde. Les personnes qui font ce genre de loi, pour le coup, c'est pas des nazis. Voilà, pour une fois, ils ont rien à voir là-dedans. Voilà. Cependant, je vous assure que dans les milieux politiques, médicaux, etc., il y a un certain nombre de psychopathes, je pèse mes mots, qui réfléchissent comme ça, qui réfléchissent en termes de logique froide, matérialiste et financière. Ça existe. Et ils n'hésiteront pas, s'ils estiment qu'il y a quelque chose à y gagner, à permettre qu'on puisse piquer les gens parce que ça coûte trop cher. Voilà, tout simplement. Moi, ce que je déplore, c'est qu'on est en fait dans une société de mort, voilà, où le premier réflexe, c'est de nous parler du droit à mourir dans la dignité, mais qu'en est-il du droit à vivre dans la dignité? Parce que c'est ça le problème aussi. Ces maladies-là, incurables, si elles avaient été mieux prises en charge dès le début, si on n'avait pas un hôpital public qui était en ruine, si on n'avait pas des déserts médicaux, si on n'avait pas tout ça, peut-être qu'il y aurait moins de maladies incurables aussi, hein. Euh, comment Et puis si aussi on faisait la promotion d'un mode de vie plus sain plutôt que de faire la promotion de la merde au nom du profit et du capitalisme, peut-être que les gens tomberaient moins malades aussi, hein. Les personnes âgées, si elles souffrent, si certaines veulent en finir, c'est peut-être aussi parce qu'on les bourre dans des EHPAD où elles sont traitées comme des moins que rien. C'est peut-être aussi parce que les EHPAD, c'est de la merde, disons-le clairement. Et les personnes âgées, on les traite comme des merdes dans les EHPAD. Certains prisonniers sont mieux en prison que les personnes âgées dans les EHPAD. Donc, avant de parler d'euthanasie ou de trucs comme ça, pourquoi on cherche pas d'abord à améliorer la vie des gens? Les personnes dépressives, on peut les soigner, hein. Moi, je pense qu'on fait rien pour les dépressifs. Je pense qu'on fait tout ce que fait le système par rapport aux personnes dépressives, c'est le minimum syndical pour s'assurer qu'ils ne se suicident pas et qu'ils restent aptes au travail. C'est tout. C'est-à-dire, on les bourre de médoc. Il y a un suivi vite fait, quoi, où on les écoute et il se passe rien de plus. Et puis, à la rigueur, s'ils font une connerie, on les envoie en HP où ils sont enfermés, on les bourre de cachetons et ils ressortent encore plus dépressifs. Voilà, c'est génial. C'est sûr que c'est génial. Il n'y a rien d'ambitieux qui est fait pour soigner ces personnes, parce que souvent la dépression, et d'ailleurs c'est le cas aussi pour les addictions, etc., ça peut être le résultat de traumatismes, les traumatismes ça se travaille, et puis ça peut aussi être un vide, ça peut être un vide, et un vide ça se comble. C'est-à-dire que c'est des personnes qui n'ont pas trouvé de sens dans leur vie, mais ça peut se travailler. Il suffirait de mettre en place, je sais pas moi, de grands centres par exemple, dans lesquels il y aurait des activités dans la nature, il y aurait des apprentissages, on organiserait des rencontres, il y aurait des voyages, il y aurait des conférences, des lectures, du sport, des trucs comme ça. Peut-être que si on envoyait des dépressifs dans des centres comme ça, le temps de les réhabiliter, peut-être qu'ils seraient moins dépressifs, par exemple. Mais non, on ne veut pas mettre les moyens pour faire des choses comme ça, évidemment. Hein, on préfère envoyer des armes à l'Ukraine ou faire ce genre de saloperie. Donc voilà, les personnes handicapées, si accéder au traitement et au suivi adapté, au matériel adapté, aux aménagements adaptés était plus simple, peut-être que les personnes handicapées, elles aimeraient un peu plus la vie aussi, hein, vous voyez. Et j'irais même plus loin. On vit dans des sociétés qui présentent un terreau fertile pour la dépression, puisqu'on nous fait le culte du nihilisme, où en fait plus rien n'a de sens, il n'y a plus de but, il n'y a plus rien. Et puis on nous bombarde d'informations anxiogènes à longueur de journée, à propos de la crise économique, à propos de la guerre, à propos du climat, à propos des pandémies, à propos de tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs c'est valable aussi bien pour les médias officiels subventionnés que pour les pseudo-médias dissidents, hein. Voilà, on nous parle que de choses anxiogènes,
comment voulez-vous que les gens se sentent bien dans leur tête et ne pensent pas à des idées noires, en fait? D'autant qu'on est quand même dans une crise du chômage, il y a l'inflation, il y a le coût de la vie qui est de plus en plus cher. Comment l'insécurité aussi, la criminalité, tout ça. Comment vous voulez que les gens soient bien dans leur peau, en fait? Avant de proposer une loi sur l'euthanasie, peut-être qu'il faudrait régler tous ces problèmes. Peut-être qu'il faudrait d'abord faire en sorte que les gens aient une bonne vie. Et, après, on en rediscutera. Ok, ok, après, on en rediscutera. Mais d'abord, dans un premier temps, peut-être qu'il faudrait déjà permettre de vivre dans la dignité avant de vouloir mourir dans la dignité. Voilà ce que j'avais à dire sur ce projet de loi, là, cette loi sur l'euthanasie, qui, je pense, est une pente dangereuse à surveiller. Franchement, je pense que c'est à surveiller. Il pourrait y avoir des dérives inquiétantes. Voilà. Voilà, à surveiller. Parmi les autres dérives inquiétantes auxquelles on a pu assister au cours de ces dernières semaines, vous savez ce fameux rapport là de l'Assemblée nationale sur les ingérences intérieures. Donc en fait, c'est un rapport donc, qui parle des fake news, des fausses informations, voilà, sur Internet notamment. Et donc qui dit qu'en gros la République est en danger par rapport notamment aux prochaines échéances électorales et qu'il existe déjà des mesures qui ont été prises par rapport aux ingérences extérieures. Donc les ingérences extérieures, c'est par exemple tout ce qui est agent de déstabilisation russe ou iranien, un truc comme ça qui œuvre sur le sol français. Voilà. Mais ce rapport, en gros, dit qu'il y a des facteurs de déstabilisation intérieure, notamment par la propagation de fausses nouvelles. La définition de fausses nouvelles dans le rapport est extrêmement floue. Ça laisse énormément de place à l'interprétation. En gros, si votre message sur Facebook, par exemple, peut être interprété comme pouvant inciter à la haine, par exemple, même s'il n'y a rien qui est dit clairement, ça peut déjà être considéré comme de la déstabilisation, des fausses nouvelles et tout ça. Et donc ce rapport nous dit que en France, voilà, il y a des ingérences intérieures, donc de personnes françaises qui déstabilisent la politique et qu'il faudrait en gros les traiter plus ou moins comme l'ingérence russe ou l'ingérence iranienne ou chinoise ou que sais-je. Et c'est extrêmement grave parce que le propre du débat démocratique, c'est justement de vouloir influencer les élections. C'est-à-dire que si vous êtes militant d'une idéologie politique ou d'un syndicat ou d'un truc comme ça, votre but c'est de propager une vision des choses qui soit à même d'influencer la politique de votre pays. Si maintenant on vous dit que quand vous faites ça, c'est de l'ingérence extérieure et qu'on vous traite comme un espion, c'est la fin de la démocratie. Alors on peut ne pas aimer la démocratie, ça c'est un autre débat. Personnellement, je suis très critique sur la démocratie, mais c'est quand même une grande hypocrisie de nous dire qu'au nom de la démocratie, on va supprimer la démocratie, parce que c'est quand même de ça qu'il est question. En gros, voilà, normalement dans un pays, c'est normal qu'il y ait des divergences, et même des divergences radicales, et que des gens s'affrontent, surtout en période électorale, pour décider de l'avenir et de l'orientation du pays. Bah non, selon ce rapport de fact-checkers, là, il faut pas déstabiliser les élections. Donc ça veut dire quoi en gros? Ça veut dire qu'il faut que seules les personnes qui soutiennent l'idéologie dominante puissent s'exprimer. Et en gros, ça parle de tous les créateurs de contenu sur Internet qui auront des pensées pouvant être de nature à déstabiliser les élections ou à propager de fausses nouvelles, etc., seront invisibilisés. Il y aura du shadowban et peut-être même dans certains cas des suppressions de contenu. Voilà, c'est ce que ça dit. Et après, on nous dit qu'on n'est pas en Corée du Nord quand même. Bah si, connard, on est en Corée du Nord là. Enfin, je suis désolé, mais j'ai tendance à m'emporter par rapport à ce genre d'histoire, mais à un moment donné, il faut quand même ouvrir les yeux, quoi. Donc voilà, ça c'est sur cette histoire de rapport sur l'ingérence intérieure. Je vous invite à aller voir l'excellente vidéo de Maudin Malin sur le sujet. Alors je ne partage pas forcément tous les points de vue de cette chaîne YouTube, mais il y a un certain nombre de points de vue que je partage, et notamment il a fait une excellente vidéo sur ce rapport sur l'ingérence intérieure qui est très détaillée, très précise, et je vous invite donc à aller la visionner. Voilà. Dernier point sur lequel je voulais m'exprimer, c'est donc à partir du 1er septembre, ça y est, la loi sur l'identification sur les réseaux sociaux va passer. Donc sous prétexte de protéger les mineurs de moins de 15 ans pour qu'ils ne puissent pas accéder aux réseaux sociaux, vous devrez désormais vous identifier pour vous connecter à ces réseaux. C'est-à-dire donner votre identité réelle, en gros. Ce qui pose de graves questions, puisque bien sûr on nous présente ça, que c'est pour protéger les enfants des pédocriminels,
des contenus choquants, choses. Écoutez, si vous vouliez vraiment faire quelque chose contre ça, il y avait des tas d'autres trucs à faire avant ça, quoi. En réalité, on voit très bien que ça sert de prétexte pour mieux surveiller les gens, voilà. Et ce qui va se passer, c'est que là, on vous vend ça comme un moyen de lutter contre la pédocriminalité, de protéger les enfants. Mais vous verrez que dans un an, on se servira de cette loi pour coffrer un mec parce qu'il a fait une blague sur les juifs. Vous verrez qu'ils vont le faire, ça. Vous verrez qu'ils vont le faire. Et bah ouais, parce que bon, de toute façon, quand ils veulent retrouver quelqu'un, honnêtement, ils le retrouvent. Mais en général, vous savez, je pense qu'il y a énormément de plaintes ou de mains courantes qui sont classées sans suite. Voilà, les flics, ils n'ont pas le temps d'enquêter sur chaque cas, surtout quand il y a des pseudonymes, ils n'ont pas le temps d'aller creuser. Vous savez, pour retrouver une adresse IP et tout ça, c'est tout un bordel, hein. Ils peuvent pas le faire comme ça. Il y a des procédures, des mandats, des machins, des trucs. Donc la plupart du temps, honnêtement, ils s'emmerdent pas. Mais là, maintenant, comme on est obligé de fournir notre identité réelle, du coup, dès que quelqu'un portera plainte contre vous parce que vous avez dit un truc politiquement incorrect ou fait une blague sur telle ou telle communauté ou je sais pas quoi, le flic, il saura tout de suite qui vous êtes et vous serez immédiatement convoqué. Voilà. Ce sera beaucoup plus simple de remonter jusqu'aux gens, en fait. Et ça, c'est bien pour arranger les affaires du CRIF, notamment, puisque lors d'un des derniers dîners du CRIF, ils avaient réclamé à ce qu'ils appelaient la fin de l'impunité concernant les propos haineux et tout ça. Et ils avaient carrément invité à mettre en place une espèce d'IA ou d'algorithme qui détecterait en temps réel les propos racistes, antisémites, homophobes, enfin rajoutez ce que vous voulez à la liste, et que en gros vous recevrez automatiquement, parce qu'on ne peut pas poursuivre tout le monde non plus devant la 17e chambre correctionnelle, vous recevrez automatiquement genre un PV, quoi. En gros comme les excès de vitesse avec les radars, quoi. Ce serait automatisé, c'est-à-dire dès que tu dis un truc sur telle ou telle communauté ou quoi, hop, PV. Voilà ce qu'ils voulaient mettre en place. Alors là on n'en est pas encore là, mais c'est un premier pas, c'est une première étape, parce que si on peut vous identifier déjà sur les réseaux sociaux, après si on veut mettre en place un algorithme qui détecte en temps réel tout ce que vous dites et tout ça, ça sera largement possible. Là ça vous semble sans doute fou, mais on en reparle d'ici 2, 3, 4 ans. Je vous dis que ça finira par être mis en place, un truc comme ça. Alors certains diront, ah bah c'est bien, parce que c'est pas bien d'être haineux et d'être raciste, et machin. Oui, mais ça pose quand même de graves questions sur le débat public, parce que, comment là, vous dites, ouais, ok, comment, oui, mais en même temps, les racistes, ils cherchent, donc tant pis pour eux. Ok, ok, tu rigoles, hein, vous savez, c'est la cigale et la fourmi, quoi. T'es là, c'est l'été, tu chantes, tu rigoles parce que ça touche que les autres. Mais vous verrez quand ils mettront ça en place, parce que, je sais pas, vous aurez critiqué, vous aurez par exemple appelé à la révolution, ou vous aurez défendu un mouvement social, par exemple, des trucs comme ça, et puis que vous aurez dit un truc sur Macron, par exemple, et puis pareil, ils pourront vous tomber dessus. Donc là, vous allez peut-être rigoler parce que, oui, tant pis si ça tombe sur les fachos, machin, mais vous verrez quand ça tombera sur tout le monde, en fait, parce que ça finira par tomber sur tout le monde. Là, ils commenceront par les propos haineux, mais demain, ce sera tout propos contestataire, vous verrez. D'où l'intérêt de s'en insurger avant que ça vous touche personnellement. Voilà, donc j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné jusqu'au bout. Je vous invite à déposer un j'aime, à la partager, à liker, j'ai déjà dit, à commenter, donner votre avis dans les commentaires, et puis à vous abonner à cette chaîne. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut à toutes et à tous.